Merci de votre fidélité. Il est 13h à Kaye et Koulikoro. Le journal Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principaux titres de ce 13h. Le gouvernement et les organisations de la société civile échangent sur les modalités de vote des réfugiés et des déplacés internes. Objectif, comment permettre à nos compatriotes d'accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins à venir. Plus de 16 milliards de francs CFA, c'est le budget primitif 2023 du Conseil régional de Sikasso. Ce montant est destiné, entre autres, à la formation et l'insertion socio-professionnelle et au renforcement des capacités des ressources humaines. La chronique Culture et Société de ce samedi s'intéresse au proverbe Bamana. Cheikh Oumar Sankaré nous en parle dans ce journal. Les autorités guinéennes acceptent de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans. C'est ce qui ressort de la rencontre entre une délégation de la CEDEAO et les autorités de la transition. Page sport football, les moins de 23 ans des Aigles du Mali jouent ce samedi contre leurs homologues du Rwanda. On parlera également des éliminatoires du Basketball African League. Cadre de concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile sur les modalités du vote des réfugiés et des déplacés internes. En initiant ce cadre d'échange, le gouvernement souhaite recueillir des propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes réfugiés et déplacés internes. Le point avec Arjumatina. L'un des défis majeurs dans l'agenda des autorités de la transition est l'organisation des élections crédibles et apaisées. Et cet important challenge doit nécessiter l'adhésion et la participation de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, même ceux qui ont quitté leur lieu d'origine à cause de la crise. Justement, concernant le sujet, il est déjà pris en compte et est largement analysé lors de cette concertation nationale entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Au centre des échanges de ces prises en cadre, les modalités d'organisation du vote des réfugiés et des personnes déplacées internes. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La tenue régulière de ce cadre de concertation prouve à suffisance la volonté de nos plus hautes autorités d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Ces déplacés sont présentement dans des sites d'accueil ouverts dans le district de Bamako aux différentes régions comme Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou, Ménaka et Kidal. Quant aux réfugiés, ils sont installés majoritairement dans des pays voisins comme le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Et si aucune solution n'est trouvée à cette situation, bon nombre de personnes déplacées et des réfugiés ne pourront accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins décisifs à venir. C'est pourquoi le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a souhaité organiser cette concertation avec les organisations de la société civile pour recueillir des propositions. Il y va de l'inclusivité du processus électoral, si cher à nos plus hautes autorités. Les organisations de la société civile, déjà saisies à travers une correspondance comportant des synthèses de propositions, se félicitent de la concertation et proposent par la même occasion quelques aspects visant à améliorer l'organisation du vote des réfugiés et des déplacés internes. Youssouf Sissé, représentant de l'AMDH. Au niveau de l'AMDH, nous avons fait des propositions. Par exemple, tenir compte de la descendance ou de l'ascendance du réfugié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont réfugiés. Si on ne cherche pas à savoir si c'est la réalité, on pourrait se retrouver avec des gens qui ne sont pas en état de voter. Donc on aurait souhaité que l'on puisse remonter jusqu'à la source pour voir si effectivement ce sont des réfugiés maliens. Ahmed Sekou Diallo, représentant de la Fédération des collectifs d'ONG. La pratique, c'est ce qui est un peu difficile, parce qu'il faut passer à leur recensement. On va trouver qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes d'état civil, des pièces d'identité et d'autres papiers indispensables pour aller au vote. Donc il faut s'y prendre à temps. Aïché Baba Keïta,
présidente de la Forçat civile. La Forçat civile et beaucoup d'autres associations de la société civile avaient reçu une lettre pour faire des propositions dans ce sens-là. Des propositions, comment on peut les aider à organiser le vote des réfugiés à l'interne tout comme à l'extérieur. La Forçat civile a fait des propositions. Ces propositions ont été prises en compte certainement et nous sommes très heureux du cadre de concertation entretenu avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. D'ores et déjà, les organisations de la société civile partagent plusieurs synthèses de propositions, à savoir le recensement des réfugiés et des déplacés internes, l'identification des sites de concentration et la création des bureaux de vote au niveau des différents sites. Les travaux de la deuxième réunion du programme d'appui à la justice du Mali, PAJUM 2, ont commencé hier au département de la justice. Financés par l'Union européenne, d'importantes actions ont été réalisées au profit de certaines directions techniques du département de la justice. Le PAJUM 2 vise à établir le lien de confiance entre les justiciables et la justice. Reportage Adama Djimde. Les acteurs de la justice, les membres du comité de pilotage se réunissent pour la deuxième fois autour des actions du PAJIM, programme d'appui à la justice au Mali. Il s'agit pour eux de faire un point d'étape de l'avancement des activités tout en faisant le bilan des réalisations enregistrées. Ces réalisations ont été faites au profit de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, de l'Institut national de formation judiciaire et de la cellule de planification statistique du secteur de la justice. Elles vont de l'acquisition à moins roulant en passant par la formation et l'installation des kits scolaires et autres équipements médicaux. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des droits de l'homme. À l'analyse de ce qui précède, on peut dire, sans risque de se tromper, que le PAJIM 2 a suffisamment apporté dans l'amélioration des conditions de détention dans les différents établissements, l'amélioration de la gestion des services pénitentiaires et le renforcement des capacités des personnels judiciaires et pénitentiaires. Ces résultats nous réconfortent dans notre quête pour un service public de justice performant, transparent, accessible et de qualité. Le PAJIM 2 vise à renforcer l'état de droit et rétablir le lien de confiance entre le citoyen et la justice, un des motifs de soutien de l'Union européenne à ce programme. Bart Ouvry, chef de la délégation de l'Union européenne au Mali. La justice est pour nous un véritable socle fondamental de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Le PAJIM 2 connaît deux axes qui s'inscrivent pleinement dans cet objectif fondamental de renforcement de l'état de droit. C'est la base de tout État partout au monde. Renforcement aussi des droits humains et puis stabilisation. Le PAJIM 2 a démarré en février 2020 et les différentes parties prenantes s'engagent pour une rallonge de 12 mois supplémentaires. Le président de la Chambre des mines du Mali, en compagnie de la douane malienne, a tenu ce jeudi une rencontre d'échange sur la collecte et la commercialisation de l'or. L'objectif est de trouver un terrain d'entente entre les douaniers, les comptoirs et les collecteurs d'or. Les points avec Fantama Magnantao. La présente réunion avec le président de la Chambre des mines du Mali et ses collègues comptoirs et collecteurs d'or vise à discuter de toutes les difficultés et autres contraintes qu'ils rencontrent tous les jours dans la circulation et dans la commercialisation de l'or. La réunion porte spécifiquement sur le thème « Échange sur la collecte et la commercialisation de l'or issu de l'exploitation artisanale ». Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali. Les échanges vont porter sur l'attitude adoptée et par les collecteurs pour qu'ils soient des personnes sincères, transparentes. Et pour ça, ils doivent être munis de documents que la douane peut apprécier et trouver que vraiment ce collecteur-là, effectivement, il a les droits de collecter, il a ces documents. Donc, il ne fera pas l'objet de saisies. Au cours des échanges, la douane malienne a confirmé tout l'intérêt qu'elle accorde à l'activité de comptoir et de collecteur d'or. Colonel Adama Djassana, représentant de la Direction générale des douanes maliennes. Nous sommes ciblés peut-être à juste raison, peut-être à tort. Quand ils se déplacent avec de l'or dans ces gisoirs, dans ces environs, il faudrait bien qu'il se soit justifié. Quand vous trouvez quelqu'un avec 10 kilos d'or sans document, ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué. C'est suspect. Donc quand c'est suspect, nous ne laissons pas passer. Donc l'alternative ici, c'est d'avoir des documents. Et c'est ce que je les ai suggérés, qu'ils se réunissent, qu'ils trouvent les moyens, en tout cas de faire des documents qui permettent de faire les déplacements. Que ce soit des factures,
ou bien des documents qui justifient de la provenance de l'or et où est-ce qu'ils vont aller vendre. Ismaël Sibi, porte-parole des comptoirs et collecteurs d'or. De point A à point B, souvent la douane arrête ou confisque l'or de nos collègues. Nous demandons à la douane de faciliter la libre circulation de nos gens qui sont avec l'or vers Bamako. Cette rencontre semble un début de solution aux préoccupations exprimées de part et d'autre autour de la problématique de la collecte et la circulation de l'or sur notre territoire. À Ségou, les œuvres sociales du président de la transition se poursuivent. Le groupement des personnes handicapées de Ségou reçoivent des kits de vivres et de non-vivres. La conseillère spéciale du président de la transition, accompagnée d'une délégation, a procédé à la remise officielle de ce don. Le geste entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Reportage Jacqueline Dako. Ces dons de vivres et de non-vivres viennent s'ajouter aux multiples actions de bienfaisance du président de la transition. Ainsi, ce sont 25 mototricycles pour handicapés, des kits composés de sacs de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de moustiquaires imprégnés, de fournitures scolaires et des bidons d'huile, entre autres, qui ont été offerts à 275 personnes handicapées de la région de Ségou. Colonel Assamba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Nous sommes à Ségou dans le cadre de la 3e semaine du mois de la solidarité, semaine dédiée aux personnes vivant avec handicap. Un certain 7 juin 2021, un homme a prêté serment. Il a dit qu'il va donner les 2/3 de son fonds de souveraineté pour les moins nantis. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. On peut l'affirmer qu'il donne plus que ça. Servir au plus près les communautés et apporter des réponses adéquates aux besoins des couches les plus vulnérables, une dynamique enclenchée et exprimée par le président de la transition à travers cette donation. Jafar Sissoko, représentant des bénéficiaires. C'est une initiative que nous apprécions beaucoup. Cela nous prouve à suffisance que le président de la transition pense à tous les fils du pays. Je suis très content pour cette donation. Nous formulons des bénédictions pour lui et le pays. Afel Boubacar Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Pour tout dire, la solidarité n'a pas de frontières. Les œuvres sociales du président sont encore ici, comme pour nous indiquer la voie à suivre. Les œuvres sociales du président n'ont jamais perdu de vue les groupes sociaux vulnérables de la société vivant dans la précarité et le dénuement presque total. Ce geste de bon samaritain restera gravé dans la mémoire des bénéficiaires tant ces dons sont d'une utilité considérable. Ségou, Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour l'ORTM. En troisième région, 16 milliards 659 millions de francs CFA, c'est le budget primitif 2023 de la collectivité région de Sikasso, un montant révélé ce vendredi aux acteurs de la décentralisation au cours d'un débat public dont l'objectif est de renforcer le dialogue entre le Conseil régional et les citoyens. Le budget, qui fait objet d'examen avant son vote, sera injecté entre autres dans la formation et l'insertion socio-professionnelle, la réalisation d'investissements structurants et productifs et le renforcement des capacités des ressources humaines. Compte rendu Moussokoro Seremi. 4 points sont à l'ordre du jour de ce débat public du Conseil régional, parmi lesquels l'état du fonctionnement des organes et des services de la collectivité territoriale région et le projet de budget primitif 2023. Conçu sur la base des réalisations des exercices 2020, 21 et 22, il s'élève à hauteur de plus de 16 milliards et demi de francs CFA en recettes et en dépenses. Avec une telle dotation, ce sont plusieurs secteurs de développement qui s'annoncent. Yaya Bamba, président du Conseil régional de Sikasso. Le présent projet de budget primitif 2023 est en cohérence avec les orientations de la lettre de cadrage du gouverneur de la région de Sikasso. Ainsi, les grands chantiers de l'année 2023 seront focalisés sur, entre autres, la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, la formation professionnelle et insertion, la promotion d'une économie régionale performante, la réalisation d'investissements structurants et productifs et le renforcement des capacités des ressources humaines.
Malgré l'existence de potentialités dans la région, la faible mobilisation des ressources financières internes demeure l'une des contraintes majeures du processus de décentralisation. Kanté Marie-Claire Dambélé, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Au Mali, la décentralisation a conféré aux citoyens la responsabilité de la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel d'intérêt régional et local à travers leur collectivité. Je vous exhorte à un débat franc et constructif pour le bien de la population de Sikasso. Éducation, santé, formation continue, infrastructure, autant de secteurs qui ont été touchés par le Conseil régional de Sikasso en 2022. On peut noter, entre autres, la formation de 35 maîtres artisans, la réalisation de 22 systèmes hydrauliques villageois améliorés dans les 3 pôles et la fourniture en cours de 16 centres de santé en matériel mobilier et médicalisé. Sikasso, Msokora Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Une mission de la CEDEAO séjournait à Conakry depuis le 16 octobre afin de discuter du retour à l'ordre constitutionnel. Les experts de la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois. L'annonce a été faite par l'organisation sous-régionale. Dans un discours vendredi soir à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a annoncé que la mise en œuvre du chronogramme établi avec la CEDEAO entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Les autorités rebelles de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, ont annoncé hier qu'elles participeront aux pourparlers de paix avec le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Ces négociations doivent s'ouvrir lundi 24 octobre en Afrique du Sud, sous l'égide de l'Union africaine. L'objectif de ces négociations sera de tenter de mettre un terme au conflit meurtrier qui oppose depuis novembre 2020 les forces rebelles tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne, appuyée par l'armée érythréenne. De son côté, le gouvernement fédéral éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé sa propre participation à ces pourparlers de paix qui suscitent beaucoup d'espoir à l'international. Des milliers de Soudanais ont manifesté hier dans les rues des grandes villes du pays contre le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan mené il y a presque un an, le 25 octobre dernier. Et ce 21 octobre marquait une date importante. Elle commémore la première révolution de l'histoire du Soudan qui a fait tomber le général Abdou en 1964 et a permis le retour à un gouvernement civil. Depuis un an, 117 personnes ont été tuées dans les manifestations. Le chiffre s'élève à 300 morts depuis le début de la révolution contre Omar al-Béchir. Ces meurtres sont restés largement impunis et cette absence de justice est le moteur de la contestation selon certaines personnes proches des victimes. Les militaires affirment vouloir rendre le pouvoir aux civils. Des négociations sont en cours, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Page sport, Famourou Djourté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, comment c'est? Football, les moins de 23 ans des Aigles du Mali jouent ce samedi contre leurs homologues du Rwanda. Oui, le Mali joue en ce moment contre le Rwanda. La rencontre a débuté à 13h GMT. Ce match rentre dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Le coach Alou Badra Diallo Conti et ses poulains doivent faire un bon résultat aujourd'hui au Rwanda avant la manche retour le 29 octobre prochain ici à Bamako. En ouverture de la deuxième journée du championnat national de Ligue 1, le duel des porteurs d'uniforme a tourné à l'avantage de l'USFAS qui a battu 1-0 l'AS Police. Oui, l'USFAS s'est relancé ce vendredi soir après sa défaite inaugurale 2-0 contre Binga FC. Les USFASiens se sont imposés 1-0 devant les policiers. L'AS Police enregistre du coup sa première défaite en championnat cette saison. La Police avait battu Kita 1-0 lors de la première journée. L'USC Kita qui reçoit d'ailleurs cet après-midi Binga FC au compte de la deuxième journée. Le reste des matchs de la deuxième journée, 6 matchs au total, sont reportés à une date ultérieure en raison de l'absence de plusieurs joueurs dans le club au profit des différentes sélections nationales.
Le ministre sénégalais des Sports dément le nouveau salaire du sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé. Oui, le ministère des Sports sort de son silence au lendemain de l'annonce du quotidien sportif sénégalais Record et qui a annoncé une révalorisation salariale d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. L'instance a tenu à apporter un démenti détaillé par la voie d'un communiqué de presse. Les services du nouveau ministre des Sports, Yakuba Diattara, indiquent vouloir rétablir la vérité sans verser dans une quelconque polémique. Le ministère des Sports dément formellement et signale que cette information est erronée et n'engage que son auteur. De quoi couper court à l'information qui indiquait que le sélectionneur sénégalais allait avoir son salaire passé de 15 à 25 millions de francs CFA par mois, soit 22 900 à 38 100 euros environ. Le ministère des Sports tient également à renseigner l'opinion nationale que, relativement à la prise en charge salariale du sélectionneur national, les Sénégalais seront informés le moment venu en toute transparence, a indiqué le communiqué. Le stade malien de Bamako est déjà dos au mur dans les éliminatoires du Basketball African League. Oui, les Blancs de Bamako affrontent actuellement Elan Coton BC du Niger au compte de leur deuxième sortie. Le stade malien de Bamako a été battu hier à 66-54 par Abidjan Basket Club ABC, tandis que Elan Coton BC du Bénin a pris le dessus sur Nigelec BC du Niger 75-65. Leader du groupe A, Abidjan Basket Club croise ce samedi, Nigelex Basket Club 3e à 15h30. Les Blancs de Bamako n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent voir l'élite 16. La 3e et dernière journée se joue demain dimanche. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal remet en jeu sa couronne continentale à l'occasion de la CAN des Beach Soccer 2022 qui se déroule au Mozambique. Oui, effectivement, le Sénégal est triple champion en titre de la CAN Beach Soccer. Le Sénégal joue en ce moment même contre l'Ouganda. Hier en ouverture, le Mozambique a battu 4-2 le Malawi. On termine avec le football. Des affiches de haute facture sont au programme dans les grands championnats européens ce week-end. Oui, Chelsea-Manchester United est l'affiche phare de ce week-end en Angleterre. Les deux formations vont en découdre ce samedi à 16h30 GMT à Stamford Bridge pour le compte de la 13e journée de la Premier League. En Espagne, le Real Madrid reçoit ce soir à 19h le FC Séville dans le cadre de la 11e journée de la Liga. Le groupe du leader après 10 journées est au complet pour affronter la formation andalouse et continuer ainsi sa série d'invincibilité en championnat. Ce week-end, les yeux seront aussi rivés sur l'Italie avec le choc Roma-Naples ce dimanche 23 octobre à 18h45 GMT pour la 11e journée de la Serie A. Et la Ligue 1 française offre aussi une belle affiche. Lille 7e reçoit Monaco 6e ce dimanche. Merci Famour Djourté pour toutes ces informations sportives. Chronique Culture et Société. Dans la chronique Culture et Société, nous vous invitons dans un voyage dans l'univers Bambara. Il s'agit du proverbe chez les Bambara, une richesse dialectale très importante et dans le Bamanankan et pour l'homme Bamana. Le dossier est une signature de Apollinaire Dao et Cheikh Oumar Sankari. Un proverbe est une formule langagière courte et imagée de portée générale et qui contient une morale, une expression de sagesse populaire ou une vérité d'expérience que l'on juge utile de rappeler. Il vise le plus souvent à exprimer un conseil populaire, une maxime. On l'appelle Ndale en langue bamana. Bakari Diarra, écrivain-chercheur. Nous sommes fiers d'avoir une variante dialectale très riche. Mais le socle de la langue, c'est les proverbes et les adages. Si la parole est d'or, le silence a aussi son pesant d'or en milliers bamana. Voilà pourquoi les proverbes, avec leur style bref et métaphorique, sont très sollicités. Eh bien, en milieu bambara, tout se faisait par les proverbes. Parce que vous savez, même les récits mythiques du Coran, tout est proverbe. Dans les récits mythiques du Coran, tout est proverbe. Et c'est des constructions on ne peut plus riche. En général, un proverbe naît de façon improvisée et évolue avec le temps. C'est pourquoi il est difficile de lui attribuer un auteur. Cependant, ce sont les maîtres de la parole qui le portent haut. Les griots de Ségou, leur inconscient fabriquait des proverbes et des adages d'une dimension poétique incroyable.
dans la langue Bamanangan de Ségou. C'est des choses qui construisent nos comportements. C'était la morale publique. Tout de suite, il y a un conflit dans la famille. Un voisin vient et dit un proverbe. C'est à partir de ce proverbe-là que tout le monde se replie. De tous les temps, les proverbes ont guidé et continuent de guider nos pas et harmoniser notre vision du monde. L'universel écrit n'est pas au-dessus du savoir autochtone. Seulement c'est écrit. Hegel l'a dit, l'homme en tant que tel cherche à être reconnu dans la société. Et cela se produit souvent dans une lutte à mort. Mais à Bamananga Fleni, Daroka Boni Joroy, n'a pas oublié que nous va Joron. Il y avait deux amis. L'un était très pauvre. Il avait de la peine à trouver de la nourriture pour sa famille. Un jour, il est parti chez son ami qui était riche. Il lui a donné 40 coris. Mais quand il sortait, il a entendu son ami qui lui a donné ça, le discréditer. Il est retourné sur le champ. Il dit, mais tu reviens encore. À quoi je reviens te remettre tes 40 coris? Et il lui a dit, pourquoi? Il dit, non, me donner un bélier dans la discrétion vaut mieux que tu me donnes un taureau dans l'humiliation. Mais c'est qu'à Bamananga là, Bakroni Sutura Kapsazabatura Liboué. Parce que avant nous étions interpellés par le sens de l'honneur, le sens de la dignité. Personne ne blaguait avec sa dignité. Les proverbes et les adages sont des piliers du Bamanankan et il y en a à revendre comme cet autre qui dit, je cite, « Chaque filet d'eau a son chemin », autrement dit, « Ji Bena Temestra d'eau ». Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'est une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Absi Traoré. Réalisation Brahma Traoré. La mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de Radio Mali. Thank you.